Bienvenue dans le Pédagogcast, vous écoutez l'épisode numéro 57, Ubicast, la solution pour vos vidéos pédagogiques, avec Jean-Marie Cognier. Et le process, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe entre le moment où l'enseignant veut enregistrer une vidéo et le moment où l'étudiant appuie sur lecture? Où est-ce que ça se passe? Comment ça se passe? Est-ce que l'enseignant, il est chez lui, il le fait avec son ordinateur? Est-ce qu'il est dans une salle de classe et il appuie sur un bouton? Il appuie pas sur un bouton parce que c'est automatiquement programmé? Est-ce que l'étudiant, il lit sa vidéo dans une plateforme Ubicast? Ou alors dans Moodle, dans le bon cours? Ou dans Moodle à tel autre endroit? Bah, tu vois, il y a plein de questions à se poser et nous, on est là pour aider les clients à y réfléchir pour qu'on trouve finalement le chemin le plus court et le plus logique et le plus fluide pour l'expérience, en fait. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédagogcast. Alors pour ceux qui me découvrent, je suis Julien Maurice et je m'intéresse ici au numérique et à la pédagogie au sens large. Alors dans ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter un échange avec Jean-Marie Cognier, qui est CEO de l'entreprise Ubicast, service aujourd'hui bien connu pour créer, intégrer et enseigner avec des vidéos pédagogiques. Dans l'interview qui va suivre, nous échangeons autour de la solution, mais également sur la thématique de la vidéo pédagogique au sens large. Nous en profitons d'ailleurs pour casser certaines idées reçues au sujet de ce format d'apprentissage. Avant de lancer l'interview, sachez que vous pouvez retrouver en description le lien vers la Pédago News afin d'avoir accès à mes emails privés, mais également un lien vers mon catalogue de formation sur la Pédago School, dont l'objectif est de faire du numérique l'allié du formateur. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Jean-Marie Cognier. Bonjour Jean-Marie Cognier. Alors je suis très content de te recevoir après notre rencontre. Je ne sais pas si tu dois te rappeler notre dernière rencontre au Moodle Moot. Mm. Tu sais que c'est Oui, marrant bonjour Julien. tu sais que c'est marrant parce que j'ai fait beaucoup de podcasts suite à ce rendez-vous en présentiel, parce que ça faisait longtemps avec le confinement. Et du coup, il y a pas mal de Ludovic Charbonnet notamment, ou Oui. même des personnes avec qui j'ai échangé. Et puis du coup, j'en ai profité pour faire des podcasts. Et justement, quand donc on s'est rencontrés, donc je me rappelle, c'était dans un bar, je crois, il me semble, après le Moodle Mood, d'ailleurs, on échangeait. Et puis on s'est dit, tiens, ce serait génial de pouvoir se faire un petit pédagogcast. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Parce que donc tu es le CEO finalement d'Ubicast, qui n'est plus, je préfère le préciser, c'est plus une start-up. Je pense pas que vous vous présentez aujourd'hui comme une start-up, parce que Non, plus maintenant. on peut dire que vous avez quand même starté et même EP, comme on pourrait dire. Mais oui, donc c'est vrai que c'est une entreprise que beaucoup de monde connaît maintenant, notamment qui a été créée. Je lis un petit peu les quelques notes que j'ai prises en 2007. Et aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes un acteur un petit peu bien dans la place, on va dire, et qui est quand même utilisé par beaucoup de personnes. Et donc, ce que je voulais aujourd'hui avec toi faire finalement, c'est échanger à la fois sur Ubicast, sur présenter aussi la solution, on est là pour ça, mais également sur la vidéo au sens large, parce que moi, c'est quelque chose qui me passionne, autant sur la création que sur même le futur de la vidéo, etc. Et je pense que toi, tu dois vraiment être également très en veille là-dessus. Donc, je te remercie vraiment encore une fois de participer à ce podcast. Et puis, je te propose de commencer tranquillement, alors de manière très, très standard, si tu veux te présenter en quelques mots pour les auditeurs. Oui, merci Julien. Donc effectivement, je suis ravi de participer à ce pédagogcast avec toi aussi. C'était une belle rencontre lors du Moodle Moot. Ouais. Et comme je suivais tes pédagogcasts, ça m'avait intéressé de te challenger sur la question. Et donc, je suis ravi que t'aies pu en programmer plusieurs suite au retour de l'événementiel présentiel physique. C'est toujours important. Exactement. Euh, alors, qui suis-je? Donc, moi, je suis Jean-Marie Cognier, je suis un des cofondateurs d'Ubicast. En fait, on était Mhm. quatre au début d'Ubicast en 2007 Mhm. à Télécom et Management Sud Paris, à Évry, pardon. Maintenant, on est à Évry. Mhm. Et en fait, j'ai un de mes associés qui est encore actionnaire de la boîte, mais qui est plus opérationnel, qui D'accord. était étudiant dans l'école de management et qui participait au challenge entrepreneuriat dans le cadre de ses cours. Et il avait présenté un projet qui s'appelait Partycast, qui a été coup de cœur du jury. Donc on a eu une place garantie dans l'incubateur. Donc moi je suis pas encore dans l'histoire à ce moment-là, mais donc il décide de faire une année de césure et de lancer le projet.
Et très rapidement, donc il a besoin d'une ressource commerciale et il fait appel à moi parce que en fait notre CTO, un autre associé, Florent, était un ami de lycée. Et donc on se lance dans l'incubateur et très rapidement on pivote parce que Partycast c'était un peu compliqué. On pourrait en reparler, mais on est devenu Ubicast, vraiment sur ces aspects vidéo et pédagogie. Mais c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'interviewe comme ça des startups, on va dire à l'époque, j'ai l'impression que tout le monde a pivoté de toute façon. Toi, c'est rare que la personne trouve exactement, enfin, que le service match tout de suite avec les besoins. Donc, c'est intéressant aussi Complètement. de voir ça. Et d'ailleurs, en parlant de pivot, pour entrer un peu dans le dur, donc en gros, vous avez une solution qui permet d'héberger les vidéos. Et c'est vrai que, bon, d'après ce que j'ai pu aussi voir sur Ubica, c'est une solution que j'avais d'ailleurs utilisée à une époque, mais ça date depuis 2010, je pense, quelque chose comme ça. Ok. Vous aviez donc un système, à la base, c'était surtout un boîtier d'enregistrement qui permettait de faciliter la captation, la synchro avec le son, les diaporamas, etc. Parce qu'on était beaucoup sur des formats de diaporamas sonorisés finalement. Mm. Et vous avez également pivoté pour le coup, même au sein du Bicast, pour, si je ne me trompe pas, être plutôt cette fois-ci sur la solution de diffusion, le fameux média serveur. Hein, c'est bien ça? Alors, qui s'appelle Nodegis aujourd'hui, mais c'est exactement ça. En fait, quand on crée Ubicast, on crée un outil de captation, donc vraiment une box, du matériel, dans lequel on branchait une caméra, un Ouais. PC, un micro, et donc on permettait à des gens qui n'étaient pas des spécialistes de créer finalement des capsules vidéo de qualité semi, voire professionnelle. Mhm. Ce qui se passe, c'est que dès 2009-2010, nos premiers clients nous disent génial, on fabrique 80, parfois 100 vidéos par an avec vos enregistreurs, et on en a un peu marre de faire de l'export USB ou de l'export FTP, d'avoir des fichiers vidéo en vrac, stockés, hébergés en vrac à tel endroit, devoir les mettre sur un SharePoint, devoir les mettre sur YouTube ou autre. Et donc, ils nous challenge sur cette question de la plateforme vidéo, et on se lance parce qu'en fait, on écoute les gens avec qui on travaille et on se lance sur cette partie plateforme vidéo. Et plus on se lance dessus, plus on la développe, plus on se rend compte qu'il y a quelque chose à faire parce qu'en fait, les plateformes du moment, c'est des choses très grand public. À l'époque, Dailymotion, YouTube, Mhm. mais sur un aspect vraiment pédagogique, il n'y a pas grand-chose. Et d'ailleurs, quand on Ouais. regarde, nos plus gros concurrents aujourd'hui sont américains et ils sont nés en même temps que nous en 2007. Donc Mhm. vraiment, on était au début de ce phénomène-là parce qu'il y a une notion pédagogique que ces plateformes grand public ne peuvent pas intégrer. C'est pas dans leur ADN. C'est vrai, et d'ailleurs, ce que tu mentionnes est vrai dans le sens où, toi, par exemple, on peut être facilement devant la problématique de rendre privé, par exemple, du contenu. Et par exemple, sur YouTube, hein, juste pour exemple, on peut rendre des vidéos privées, mais on peut juste soi-même accéder à ses propres vidéos. On peut les rendre non répertoriées, mais là, ça veut dire que tout le monde peut y accéder via le lien. Donc, Mm. on perd aussi cette notion de privacy, puis on peut le rendre public. Mais il y a pas d'entre-deux. Et c'est vrai que par rapport à ta remarque, moi, personnellement, quand des personnes me demandent des conseils, quand c'est des petits organismes de formation, par exemple, parfois je leur conseille un Vimeo qui est assez simple finalement et qui propose justement toutes ces options plutôt par exemple, de limiter l'accès uniquement depuis tel site, etc., ou avec des mots de passe. Mais c'est vrai que ça, c'était pas possible. À un moment, il devait y avoir, je crois, Dailymotion Cloud. Je crois que ça devait être, d'ailleurs, au tout départ, hein, c'était utilisé Oui, dans Fun, je crois, d'ailleurs. Mais oui. finalement, c'est quelque chose qui n'a pas perduré. Donc, on a perdu d'ailleurs d'autres fleurons un petit peu aussi par rapport à la vidéo, et ce qui est un peu dommage. Mais du coup, c'est là, effectivement, vous arrivez dans un marché, entre guillemets, où il y a vraiment de la demande, effectivement. Mais au-delà d'ailleurs de cet aspect privatisation, moi, ce qui me semble très intéressant dans votre solution, enfin, privatisation en interne des vidéos, d'avoir son propre YouTube en quelque sorte, c'est aussi toute la question du référencement sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Et ça, c'est des choses qui me semblent vraiment importantes. Alors, je ne sais pas si tu veux aller un petit peu dans le détail justement de ce qui ferait la différence, par exemple, entre, je dirais, Ubicast et des solutions, par exemple, comme Vimeo, par exemple, juste Hmm. voilà, pour challenger Eh un petit ben, je pense que c'est la dimension pédagogique. Alors, pour revenir un cran en arrière, je te rejoins sur Vimeo parce que il y a des plateformes comme YouTube, par exemple, au-delà du fait qu'on puisse pas vraiment mettre les vidéos en privé, il y a une vraie notion qui est de la propriété intellectuelle. Quand tu travailles avec des établissements d'enseignement supérieur, il y a quand même parfois dans les vidéos le fruit de travaux de recherche. Donc l'enseignant-chercheur, il a vraiment une propriété intellectuelle sur ce contenu-là. YouTube, il y a une petite case qu'on coche quand on signe les conditions générales, c'est qu'on cède la propriété intellectuelle de nos vidéos à YouTube. peu. En fait, on la cède pas, on la partage, mais ils ont le droit de modifier, reproduire le contenu. Donc ça, c'est un vrai problème. Vimeo, très bien. Mais qu'est-ce qui va nous différencier?
C'est l'approche pédagogique. C'est que avec des plateformes comme celle du Bicast, tu vas pouvoir enrichir le contenu. Ça, c'est le premier point. C'est que nous, on va proposer d'ajouter ce qu'on appelle des annotations éditoriales. Donc, l'éditeur du contenu, donc typiquement le contributeur, la personne qui le crée, donc l'enseignant, la plupart du temps, va pouvoir la chapitrer, l'enrichir avec des pièces jointes, va pouvoir mettre des quiz, des sondages dans la vidéo, va pouvoir embarquer des ressources externes qui viennent compléter son cours, et tout ça de manière temporalisée. C'est-à-dire que ça met des marqueurs temporels à des moments dans la vidéo, à la 5e, 7e, 9e minute, qui vont inviter l'étudiant qui regarde le cours à se documenter sur des ressources complémentaires. Donc finalement, tu peux faire une capsule vidéo de 7 minutes de long, mais qui va être enrichie d'un, deux, trois PDF qui font 20 pages pour ceux qui veulent aller plus loin, creuser un sujet. L'autre partie, c'est les annotations sociales, c'est-à-dire qu'on va essayer de favoriser l'engagement de l'audience. Parce que toutes les études le montrent, les étudiants, les gens en général, apprennent mieux quand ils sont engagés vis-à-vis du contenu, quand ils interagissent avec. Et interagir, c'est pas juste je regarde quelqu'un qui me parle dans la vidéo, ça c'est pas interagir, ça c'est écouter, et ça reste dans un seul sens. Par contre, quand on les invite à poser des questions, à répondre à des commentaires, à répondre à des quiz, ben finalement ils cliquent, ils sont actifs et ils sont pas en train de jouer à la PlayStation pendant que le cours il tourne dans le vide à côté. Et ça, c'est notre grosse différence par rapport aux plateformes un peu plus grand public, un peu plus généraliste, on va dire. Et je dirais qu'une forte plus-value aussi, il me semble, c'est le côté d'automatisation. Parce que c'est vrai qu'un gros coût, hein, finalement, pour les établissements, ça va être de capter les vidéos, etc., certes, de les créer, mais surtout après d'automatiser toute la chaîne, finalement, qui va permettre de les mettre directement en automatique dans le LMS. Par exemple, typiquement, tu vois, dans les universités, à 99%, c'est du Moodle. Eh bien, on aime que ce soit tout de suite porté. Et ça, c'est vrai, c'est vrai que c'est quelque chose que vous proposez également, hein, si Complètement, c'est quelque chose qu'on n'a pas inventé, hein. C'est Hum, parce que comme on discutait beaucoup avec nos clients et nos prospects, ben, on a senti que c'était quelque chose de capital. Parce qu'en fait, quand nous on discute beaucoup avec les équipes d'ingénierie pédagogique, les DSI, et leur rôle c'est d'accompagner les enseignants à s'acculturer sur les outils numériques, pédago numériques. Et il faut pas réinventer la roue. C'est-à-dire que ça faisait déjà 10 ans que les gens essayaient de former les profs à l'utilisation de Moodle. Donc il était assez évident pour nous qu'il fallait qu'on s'intègre dans cet outil sur lequel on a passé beaucoup de temps pour former les profs, à les acculturer, plutôt que d'essayer de dire, OK, nous on a un truc qui est vraiment génial, mais par contre il vous faut un nouveau login, un nouveau mot de passe et un troisième site à maîtriser, etc. hum, Donc on a essayé d'inclure, en fait, d'être la béquille vidéo d'un Moodle, par exemple, hum. et d'être transparent. C'est-à-dire qu'il y a des profs, ils créent des capsules de cours avec nos outils, sans matériel autre que leur ordinateur, depuis Moodle, sans même savoir qu'ils sont utilisateurs du Bicast. Et ça, Hmm. c'est presque une fierté pour moi parce que du coup, tu favorises les usages en faisant ça. Ouais, il n'y a pas du tout de friction en fin de compte. Vous avez Complètement. limité toutes les frictions et ouais, c'est super intéressant. Et c'est vrai que le fait d'avoir entre guillemets pivoté plutôt comme plateforme entre guillemets d'hébergement et de mise à disposition, etc. C'est aussi peut-être intéressant dans la mesure où aujourd'hui on peut tout à chacun, parce qu'à l'époque où vous avez créé Ubicast, hein, il n'y avait pas forcément l'accès à beaucoup de logiciels, tu vois, type Camtasia ou des logiciels aujourd'hui Mm. assez faciles à prendre en main, hein. On voit il y a Loom, il y a des tas de services aujourd'hui. Et du coup, je pense que l'aspect production aujourd'hui est moins compliqué, on va dire, moins un frein. Et du coup, la plus forte plus-value est effectivement sur l'aspect mise à disposition de son média serveur privé, etc. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, effectivement, d'avoir pivoté là-dessus. Ouais. Et tu touches un point super important, c'est que nous, on a fait une grosse introspection, on s'est Mm. regardé nous-mêmes, on s'est dit, où est-ce qu'on est fort? Qu'est-ce qui fait de nous qu'on a une bonne expérience utilisateur, des clients heureux et tout chez Ubicast? Qu'est-ce qui nous différencie? Et en fait, on s'est rendu compte qu'assembler du matériel, on en fait toujours un peu, mais c'est Mm. pas là où réside notre plus grande valeur ajoutée. Notre équipe technique, c'est avant tout des développeurs informatiques et pas des gens qui fabriquent du matériel embedded, etc. Et on a vu que ce qui plaisait le plus dans nos solutions matérielles à nos clients, c'était le logiciel qui était dedans et ce qui l'automatisait. Et du coup, on s'est dit, Mm. ben, autant déporter l'intelligence de nos enregistreurs au lieu finalement de les limiter à une boîte physique, autant porter ces algorithmes intelligents dans une plateforme vidéo qui pourront s'appliquer à toutes les vidéos du monde, qu'elles soient fabriquées par un smartphone, par un enregistreur d'une marque A, B, C ou D, Mm. plutôt que les limiter à nos propres box. Et on s'est dit que c'est là qu'on avait notre pierre à apporter à l'édifice et je pense que ça a été le bon choix. Super intéressant. Et d'ailleurs, je voulais rebondir sur une autre entreprise qui a finalement un autre modèle économique, hein, qui fabrique les Rapid MOOC, par exemple. Oui, Typiquement, eux, tu vois, ils sont plutôt sur la stratégie de se dire, c'est un besoin particulier, c'est vraiment du montage, limite, c'est du studio à la limite avec le fond vert, etc.
l'enseignant, il arrive, il met sa clé USB, hop, il ressort avec le fichier vidéo. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que là, même par rapport à cette entreprise-là, vous pourriez même être une interface, c'est-à-dire, j'imagine que vous interfacez peut-être les deux, ça se fait ou pas? Alors c'est très amusant que tu parles de RapidMook parce qu'on se Ouais, connaît depuis très longtemps, on est né à peu près au même moment. À l'époque c'était InWeCast exact. et nous on faisait des enregistreurs et la plateforme vidéo, eux on fait des enregistreurs et la plateforme vidéo et ils ont pivoté vraiment sur l'enregistreur quand nous on a pivoté vers la plateforme vidéo. Excellent. OK. Et aujourd'hui, tu as un connecteur RapidMook vers Ubicast. Donc, ça veut dire que le prof, chez un D'accord. client qui est équipé d'une plateforme Ubicast, il n'est pas obligé de venir avec une clé USB. À la fin de son enregistrement, il peut cliquer sur le logo Node.js Ubicast et ça va envoyer sa vidéo dans sa chaîne privée parce qu'on récupère grâce à RapidMook son adresse Excellent. email. Donc, on peut l'envoyer dans sa chaîne personnelle sur la plateforme Ubicast, son enregistrement RapidMook. Donc, Excellent. deux concurrents qui sont devenus des boîtes amies et qui font maintenant des coms communes même ensemble. Bah, parce que là, du coup, vous êtes complètement complémentaires et Parfaitement c'est complémentaires. super Mm. intéressant de voir alors, ce qui est super intéressant, c'est de voir que le pivot s'est fait de manière opposée Ouais. finalement et que les deux modèles finalement ont fonctionné parce que vous avez chacun fait finalement ce à quoi vous étiez le plus destiné, entre guillemets, le plus fort, entre guillemets, avec la plus grosse Exactement. plus-value telle que tu l'as exprimé. Exactement. Je pense que chez eux, c'est le fruit d'une réflexion à peu près similaire à celle-là. Moi, j'en ai parlé avec Fabrice, qui est le patron Ouais. de Rapidmook il y a pas longtemps. Et effectivement, on a eu des destins croisés, mais similaires, en fait. Mais c'est assez amusant. Et le fait d'avoir été concurrent, mais tu vois, dans ce milieu qui est un petit milieu, Mhm. de ne jamais être allé en friction. C'est-à-dire, on se connaissait, on savait qu'on était concurrents, mais on s'est jamais manqué de respect. Et c'est ce qui fait Mhm. qu'aujourd'hui, on peut travailler ensemble. Si à l'époque, on était vraiment concurrents en face et qu'on était vraiment des gens détestables, on Mhm. pourrait pas bosser ensemble aujourd'hui. Il y aurait de la rancœur, etc. Et il y en a jamais eu parce qu'en fait, il y a un moment, il faut savoir faire, faut avoir une certaine éthique dans le business. Moi, j'y tiens particulièrement et j'essaye de transmettre ça à toutes les équipes du Bicast. Et Mhm. je pense que c'est une de nos marques de fabrique aussi. C'est sympa de bosser avec Ubicast. En tout cas, ça doit l'être. Et puis finalement, avoir des concurrents, c'est aussi un bon signe. Ça prouve qu'on est dans un marché qui est porteur. Si on est les Mm. seuls, il faut peut-être se poser la question aussi de la pérennité, hein, finalement. Tu le connais, ce syndrome du jeune entrepreneur. Moi, quand j'en ai qui créent des Ouais, boîtes maintenant, avec mon expérience, on me sollicite de temps en temps. ouais, Quand tu entends non, il n'y a pas de concurrent, je suis tout seul. Très mauvaise nouvelle. ouais, Très, très mauvaise nouvelle. tout à fait, exactement. Bah écoute, super intéressant. Je voulais savoir également, justement, pour aller un petit peu plus loin dans cet aspect connexion, automatisation, est-ce que ça fonctionne aussi avec des outils type Zapier ou Make, tu sais, qui deviennent un petit peu des outils Mm. pour justement créer des process ou pas du tout? Alors non, pas aujourd'hui. Alors on a une API qui est assez étendue, donc qui permet de faire plein de choses pour les gens qui ont un peu de compétences pour scripter du code, enfin ou coder des scripts plutôt. Mhm. Zapier, non, mais en fait on va revoir notre API dans quelques temps, la façon dont elle est faite avec des webhooks, et là ce sera possible. Mais aujourd'hui, tu sais, on n'a pas beaucoup de demandes en la matière parce que Ouais, on est vraiment dans un quand t'es dans l'enseignement supérieur, tu as ouais, vraiment des workflows qui sont assez identifiés, c'est et vrai. je pense que l'interconnexion avec le LMS et simplifier la vie du prof est beaucoup plus demandée que finalement aller vers des outils de marketing automation où Ouais. tu vois un Loom serait beaucoup plus à même d'être interconnecté avec un Zapier pour pouvoir générer une séquence automatique, etc., etc. Mais Ouais. ça viendra, ce sera possible en tout cas, on verra si c'est utilisé. Si vous êtes plutôt sur du B2C, entre guillemets, ça pourrait être intéressant, mais là, Mm. là c'est plutôt vers les entreprises ou les écoles, donc c'est peut-être C'est moins, ça. moins le cas pour vous. Ok, bah chouette en tout cas. D'ailleurs, par rapport justement à cette question des clients, Mm. je sais que vous intervenez à la fois pour des écoles et des entreprises. Je voulais savoir à peu près le ratio, entre guillemets, quels sont vos principaux business, entre guillemets, est-ce que c'est plutôt Mm. l'enseignement, l'école ou plutôt les entreprises? Et ben en fait, à 70%, c'est de l'enseignement supérieur, D'accord. à 20%, c'est de l'entreprise. Et 10%, c'est de l'institution, government. Donc, Mhm. tu vois, des gens comme la Cour des comptes, la mairie de Paris, des gens comme ça. La grosse différence, c'est que dans l'enseignement supérieur, on voit clairement qu'on est sur de la vidéo pédagogique. Et Mhm. là où on a longtemps couru après la formation, le e-learning dans l'entreprise, on se rend compte que l'usage qui marche le mieux chez eux, c'est plutôt les aspects de live. Quand ils sont limités avec un Teams pour 50, enfin, un Teams à 500 personnes, c'est une horreur. C'est vraiment une horreur. Un Zoom avec 500 personnes, c'est une horreur. Ces outils sont parfaits pour des petites audiences qui montent jusqu'à 20-30 quand tu cherches une forte interactivité. Mais quand tu es dans un aspect un peu plus descendant où tu as un directeur qui vient présenter sa nouvelle stratégie, etc., là, il y a des messages dans l'entreprise qui ne doivent pas être modifiés. Mhm. Il y a des messages où tu veux que les strates intermédiaires de l'organisation se les approprient, et il y a des messages tu veux absolument qu'ils restent les mêmes de haut en bas. Et la vidéo, c'est un moyen fantastique pour ça parce que
finalement, de manière instantanée, tu peux toucher les 1000, 2000, 10 000, 15 000, 20 000 salariés de ton entreprise avec le même message, au même moment, tu peux informer tout le monde au même niveau. Et donc, on voit que c'est cet usage qui est le plus utilisé en entreprise. Là, on va être beaucoup plus sur de l'asynchrone, du replay, de la vidéo à la demande dans l'enseignement supérieur. D'accord. Alors, c'est marrant que tu en parles, le live. Ça veut dire qu'en fin de compte, aujourd'hui, Ubicast permet. Parce que moi, je voyais plutôt Ubicast comme, tu vois, pour mettre à disposition des contenus de formation. Une fois Mm. que le cours est terminé, on appuie sur le bouton, hop, c'est porté sur la plateforme, etc. Ça, OK. Mais là, aujourd'hui, ça veut dire que vous pouvez, entre guillemets, comme un Zoom, avoir un petit peu comme des solutions, tu sais, qui permettent de streamer en live, par exemple sur Twitch ou autre. Mm. C'est un peu ça le principe, en fin de compte. Ouais, en fait, tu peux vraiment nous voir comme un YouTube privé à visée pédagogique. Donc YouTube, tu peux avoir de la vidéo à la demande, mais il y a aussi des vidéos en direct sur YouTube, des gens qui OK, streament en direct. ça Et marche. en fait, on a la même chose parce que dans notre techno, il y a un moteur de streaming et lui sert pour la vidéo à la demande, mais sert aussi pour de la vidéo en direct. On a D'accord. d'ailleurs pas mal de gens qui nous ont utilisés pendant le Covid pour diffuser les cours en direct. Les OK. profs allaient dans les salles de classe, se diffusaient et les étudiants étaient à distance. D'accord, c'est un petit peu ce que peut faire aussi un OBS Studio, par exemple. C'est un peu ça l'idée. Oui, sur la partie enregistrement, mais OBS n'a pas Ouais, la partie serveur. D'ailleurs, c'est très amusant que tu en d'accord. parles parce qu'on vient de développer un connecteur pour OBS. Ah bah On tu a vois, un plugin pour OBS, tu l'installes et donc après, quand tu ouvres ton OBS, tu peux connecter ton logiciel OBS à ta plateforme vidéo Ubicast, ce qui fait super. que quand tu appuies sur démarrer le streaming, ça stream sur ta plateforme Ubicast. Bah, c'est Et génial pareil pour envoyer la vidéo à la demande. parce qu'en plus OBS est un logiciel gratuit et qui est Hmm, utilisé par la plupart des streamers. oui. Ok, bah super intéressant. Ok, bah génial. Et juste, j'avais aussi des questions peut-être un peu plus globales Hmm, sur la vidéo, sur l'usage de la vidéo. Toi, moi, par exemple, quand j'écoute de la vidéo, alors, quelquefois, on me prend un peu pour un illuminé, mais souvent, je l'écoute en x2. Tu vois, j'ai ce réflexe-là oui. maintenant. Pour un 5, hein, parfois aussi, quand c'est un peu speed. Mais je voulais savoir, est-ce que vous avez des datas là-dessus, par exemple, sur les usages des étudiants, par exemple, si on se focalise un peu sur l'enseignement plutôt que l'entreprise, Hmm. ou même l'entreprise, hein, peu importe, mais sur les apprenants de manière générale, est-ce qu'ils consultent des vidéos comme ça en x2 ou x5, ou est-ce que c'est une pratique assez rare? Alors, la data, on a surtout de la donnée qui remonte des enquêtes de nos clients auprès des étudiants. Mhm. Et le x2 est énormément utilisé. D'accord, Parce qu'en fait, quand tu fais un replay de cours magistral c'est qui va clair. durer 1 heure ou deux, Mhm. les étudiants ils peuvent le voir en 30 minutes. Ouais, tout à fait. Et donc, à chaque fois qu'il y a une enquête qui sort, systématiquement, les étudiants appuient sur le x2. Ah, Mais ce c'est qui est marrant. intéressant dans le même temps, c'est que on a la donnée qui est le temps moyen de lecture. C'est-à-dire que entre le moment où la personne ou l'étudiant appuie sur play et le moment où l'étudiant quitte la page. Mhm. Et figure-toi que dans l'enseignement supérieur, on est à plus de 20 minutes de Mhm. temps moyen de lecture. Et ça, sur le web, trouver des gens qui regardent de la vidéo plus de 20 minutes, c'est en moyenne, c'est une donnée assez incroyable. C'est là que tu te rends compte que le contenu est Mhm. intéressant, sinon il resterait pas, ou il en Tout à a fait. besoin pour ses révisions. Et c'est ça la clé. C'est pas le Ouais. contenant, c'est le contenu qui prime. Tout à fait. C'est vrai que souvent on est focus sur la durée, mais Mm. finalement, en disant voilà, il faut que ça dure 10 minutes, il faut que ça dure un quart d'heure, etc. Mais finalement, je trouve que ça n'a pas forcément de lieu d'être. C'est vraiment faut le réfléchir sur un écosystème complet. Et d'ailleurs, Mm. au passage, j'invite les auditeurs, hein, si vous le voulez, à écouter en x5, il n'y a pas de souci, on le prendra très bien. Si vous voulez aller plus vite, parce que j'imagine que ce podcast va être assez long. En tout cas, ouais, non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Mais puis je pense que le format long, tu vois, ça cohabite avec le format court. Tu vois, je pense Oui. qu'aujourd'hui, on se dit, ouais, il faut que tout soit comme du TikTok. Bah, pas forcément, tu vois, Mm. le format long a sa place. Et justement, par rapport à ça, c'est super intéressant parce que je regardais justement des vidéos là, sur la chaîne YouTube et il mentionnait qu'en fin de compte, le cours le plus vu de l'histoire des cours, enfin, je sais pas si c'est encore le cas, c'était un cours sur la robotique. Et vraiment, tu vois, un truc très long justement, hein, avec des Mm. vidéos. Et alors, il y avait deux choses, hein, dans ma remarque. D'une part, donc voilà, c'est du format assez long, des vidéos face cam, etc. Mais avec très peu d'habillage. Mm. Et il y avait une phrase justement de la personne qui a enregistré la vidéo, justement, qu'elle mentionnait, c'est que plus le contenu est produit, c'est-à-dire avec beaucoup de design, entre guillemets, etc., et plus on met de la distance avec l'apprenant. Et Mm. ça, c'est quelque chose qui, tu vois, quand j'y réfléchis, c'est vrai que ça m'a tout de suite parlé.
Mais il y a un paradoxe là-dedans, c'est que si on a quelque chose d'un peu trop cheap, entre guillemets, avec une personne qui parle simplement, la notion de valeur perçue, tu vois, pour le client, pour l'entreprise ou pour la personne qui achète de l'information, elle descend, elle est moindre. C'est un petit peu comme la notion de valeur perçue d'un audio, par exemple. Mm. Alors que finalement, ça peut être tout à fait aussi pertinent. Et je ne sais pas si tu avais des réflexions par rapport à ça ou des choses que ça pourrait t'inspirer. Je pense que ça dépend vraiment de ton audience. En fait, si tu t'adresses à des étudiants qui regardent des vidéos dans le cadre de leur cursus, qui viennent compléter leur cours, là, ils veulent quelque chose de vrai. Ils savent que leur prof, il vient pas de chez BFM TV. Ils attendent pas BFM TV du prof. Ils attendent un Mhm. contenu de cours qui va les aider à mieux apprendre et à finalement avoir du succès aux examens et Mhm. avoir un diplôme et être employable quand ils sortent de leurs études. Donc là, pas de chichi, pas de blabla, on s'en fiche, on veut le contenu de cours. Mhm. En revanche, et je te rejoins, tu vends une formation, tu la vends. L'apprenant, il va attendre un produit de qualité. Et là, il va peut-être être plus dans une attente d'un produit d'un contenu assez bien produit. Mais Ouais. si tu regardes, par exemple, du TEDx, TED, de plus en plus, ils monétisent leur contenu pour les mettre dans les offres des LMS d'entreprise. Mhm. Euh, c'est une personne qui parle, il n'y a même pas de slide, hein. Mais c'est exactement ça. Et tu sais que j'avais cette réflexion-là aussi sur les discours. Par exemple, tu vois, si les discours de Macron, par exemple, bah, Mm, t'as pas de slide, il est pas là en train de dire, alors là, je pointe le pointeur, etc. En fait, j'ai l'impression que parfois, plus les discours, à la limite, sont importants, même les choses à dire, enfin, tu vois, et mm. plus ça va être ultra minimaliste. Et même, et ça m'a amené une autre réflexion, c'est que, par exemple, moi, j'ai regardé je sais pas si tu vois qui c'est, Aurélien Barraud, ça te parle? Non, ça me dit rien. C'est un astrophysicien, enfin, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la cosmologie. Ah, qui a les cheveux Euh, longs, non? oui, c'est ça, tout à fait. Et Ok, je vois. qui est beaucoup aussi sur la lutte contre le réchauffement climatique et qui Oui. maintenant aussi, c'est un de ses chevals de bataille. Et il a un cours, si tu veux, qui est en ligne et sur la cosmologie. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, tu vois, je suis Mm. complètement. Voilà, j'aime bien tout ce qui est lié un peu à l'univers, etc. Enfin, peu importe. Et en fin de compte, son cours, bah, tu vois, j'ai fait une capture d'ailleurs, bah, c'est 2 600 000 vues, quoi, tu vois. Et Ouais. c'est sur YouTube, c'est un cours qui est filmé dans la salle de cours, hein, brut de pomme, hein, vraiment brut Ouais. de décoffrage. T'as pas de slide, mais ça fait un carton, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et ça m'a vraiment, et je me suis dit, bah, en fin de compte, parfois, on cherche à lisser les choses, à faire des choses. Et tant mieux, il y a peut-être, comme tu dis, les meilleures raisons du monde, hein, pour Mm. certains clients, etc. C'est important. Mais en même temps, parce que le grand public attend souvent, bah, ça va être des choses comme le cours d'Aurélien Barraud ou le cours sur la robotique. C'est Euh, ça. et même si, encore une fois, il peut y avoir des cours qui fonctionnent très bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut balancer juste une vidéo face cam, mais ça suffit, hein, c'est pas tout ça que je dis, mais ça amène la réflexion, entre guillemets. Et Mm. c'est surtout, tu vois, si je reprends le cours d'Aurélien Barraud, c'est la manière aussi dont il fait le cours qui est fascinante, c'est Oui. le personnage, le charisme. Et puis, bah, en plus, si on aime le contenu, évidemment, ça va marcher. Et c'est vrai que même en poussant la réflexion plus loin, si jamais le contenu était encore mieux médiatisé, peut-être que ça m'aurait encore plus plu et j'aurais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Complètement, je vois. j'exclus Mm. pas qu'il faut qu'on peut y mettre également une autre valeur ajoutée, hein. Mais tu vois, c'est des réflexions qui sont très intéressantes sur la vidéo. Et c'est vrai que ben, aujourd'hui, finalement, et c'était un de vos leitmotivs au départ aussi, c'était de créer le YouTube quelque part de l'institution, enfin Mm. ou de l'entreprise ou que sais-je. Et pourquoi? Parce que bah, YouTube aujourd'hui est clairement le LMS, on pourrait même dire ça, parce qu'il il le dit dans une vidéo, ton collègue, Ouais. finalement le plus utilisé dans le sens où bah, c'est à lui seul, bah, on apprend énormément de choses. C'est ça qui est incroyable. Les jeunes générations font plus de recherches dans le moteur de recherche de YouTube que dans Google. Ouais, tu vois. Donc Eh, c'est et ça. je me rappelle, j'étais à un rendez-vous commercial et le patron de la boîte que j'avais en face de moi me disait, moi je vous écoute, je suis tout oui, parce que j'ai appris à jouer de la guitare à 40 ans en regardant des vidéos de tutos sur YouTube. Ouais. Donc, je comprends qu'on puisse apprendre par la vidéo, et quel que soit son âge. Et ça m'avait, tu vois, ça m'avait frappé cette remarque-là. Et je pense que c'est vrai, c'est une tendance parce que finalement, on peut montrer plus de choses dans la vidéo. Mais moi, je pense qu'on peut aller un cran plus loin en demandant aux gens qui regardent la vidéo d'interagir pour qu'ils apprennent encore Hum. mieux, tu vois. T'intègres encore mieux quand t'es actif vis-à-vis du contenu. Ouais, je comprends, mais est-ce que ça, c'est pas, on va dire, un souhait de ta part et de la part de beaucoup de pédagogues, mais qui est plus idéaliste,
Est-ce que tu penses que c'est vraiment une tendance de fond? Parce que moi, par exemple, si je me mets à ma place, par exemple, si je regarde une Mm, vidéo sur YouTube sur un truc, mm, j'ai pas forcément, enfin après, j'ai peut-être pas ce profil-là d'apprenant non plus, hein, mais j'ai pas forcément envie de mm. commenter. Alors, je commente pas beaucoup les réseaux sociaux d'ailleurs, personnellement, j'ai pas trop ce profil-là, mais je sais pas, tu vois, je comprends tout à fait la remarque et c'est souvent quelque chose qu'on dit. Effectivement, il faut être actif. Quand on est actif, on apprend mieux, ça j'en suis sûr. Moi, personnellement, c'est en créant des cours également que j'apprends le mieux. Mais voilà, c'est un petit peu des réflexions. Je comprends ton cas parce qu'en fait, quand tu regardes sur YouTube, tu regardes une vidéo par curiosité, alors que quand tu regardes une vidéo quand tu es étudiant dans le cadre de ton cursus, tu es vraiment là pour apprendre. Ça va venir servir euh, les, euh, les compétences que tu vas devoir obtenir pour avoir ton diplôme. T'es pas Hum, dans la même posture. Ouais. Et je te comprends aussi quand tu dis que tu apprends le mieux quand tu donnes cours, parce qu'en fait, je crois que c'est une stat, c'est William Glasser ou un truc comme ça, Everyone Can Succeed, où il dit Hum, on intègre 10% de ce qu'on entend, Oui. 50% de ce qu'on voit, on entend, mais 90% de ce qu'on enseigne à d'autres. Parce qu'en fait, si tu fais l'effort de l'enseigner à d'autres, c'est que tu as dû assimiler la connaissance avant de pouvoir la retransmettre. Et donc, Ouais. t'as fait un effort pour bien la comprendre. Effectivement. Effectivement, tu as raison. Et d'ailleurs, c'était dans un des colloques aussi du BICAS. C'est même, je crois que c'est même 95, mais bon, peu importe le chiffre, mais effectivement, Mm. l'idée est là. Et moi, j'en parle, hein. Souvent, je trouve que c'est le meilleur acte d'apprentissage qu'on puisse imaginer. Mm. Ça va encore plus loin, je dirais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la pédagogie, même renversée, me Ouais. semble une super orientation. Et Mm. justement, juste pour rebondir là-dessus, euh, c'est quelque chose aussi que, entre guillemets, vend aussi BICAS, c'est ce côté créer une communauté apprenante, finalement. C'est un petit peu ça aussi, l'un de vos chevals de bataille. Donc, est-ce Mm. que tu peux nous en dire deux mots par rapport à ça? Ouais, c'est une tendance qu'on avait senti assez tôt. C'est un c'est un anglicisme. Je suis désolé, c'est le social learning. Et en Mhm, gros, l'idée, c'est de voir que les gens interagissent pour poser des questions et répondre. Comment on l'a aperçu? On a accompagné Cécile Dejoux sur son MOOC sur France Université Numérique. Euh, c'est le manager à l'ère de l'IA, etc. Enfin, il y a eu plusieurs versions du MOOC, plusieurs itérations. Et en gros, il y avait 17 ou 18 000 inscrits au MOOC. Il mhm, y en a il y a à peu près ce nombre-là qui regardent les vidéos. Et il y a une personne qui pose une question dans le lecteur vidéo Ubicast. Elle a même pas le temps d'y répondre, qu'il y a un autre apprenant qui répond à la personne qui avait posé la question. Il disait, ah oui, vous parlez des livres blancs sur l'IA et le management, où est-ce qu'on peut les trouver? Et c'est un autre apprenant qui lui envoie un lien en disant, tiens, regarde, là, il y a plein de ressources, etc. Et tu avais cette communauté qui s'est créée autour de son MOOC, avant même qu'elle ait le temps, elle, de l'animer. mhm. Les gens s'auto-répondaient, etc. Et donc, je me doute que la personne qui a répondu à la question, elle allait se documenter. Donc, finalement, elle a mieux appris. Donc, elle D'accord. ressort du MOOC avec un meilleur ancrage finalement de ce qu'on lui a transmis. Tout à fait, ouais. Ouais, complètement. Mais est-ce qu'également, par exemple, je pensais notamment dans une entreprise, typiquement, Mm, est-ce que cette communauté apprenante, elle peut se faire aussi dans le sens où on donne la possibilité aux gens de créer beaucoup plus facilement du contenu? Est-ce que mm. c'est des choses que vous remarquez, vous, par exemple, dans l'entreprise avec qui vous travaillez, c'est la création des contenus par les employés eux-mêmes, par exemple, pour expliquer un process ou que sais-je? Nous, on y croit très fort, on en parle beaucoup. Mhm. Force est de constater que c'est pas beaucoup utilisé. Et Ok. j'ai quelques super exemples de gens qui l'ont fait. Ouais. On a notamment une entreprise avec qui on travaille qui a fait un concours en interne où ils ont un réseau de boutiques et les salariés devaient faire la meilleure vidéo d'unboxing, tu vois, pour montrer un produit quand tu l'ouvres. Et c'est Mhm. un salarié dans un point de vente à Nantes qui avait expliqué comment il montrait tel téléphone quand il le présentait à un client, etc. Et tous ses collègues ont regardé et du coup ils ont pris les meilleures pratiques de cette personne qui adorait faire ça à Nantes, tu vois. Et Ouais. ça marche super bien. Et on en parle en rendez-vous, les gens hochent la tête, font ouais, ouais, super idée. Ah, mais après, ils le mettent très peu en place, à mon grand Ouais. désarroi. Non, c'est vrai que tu as raison. Mais puis il y a toujours l'action de l'ego aussi, toi, de réussir à envoyer une vidéo. Je sais que c'est pas évident, hein. Tu sais, au Mm. départ, même Se pour voir et moi, parfois, s'entendre. même avec l'habitude, même Mm. moi, parfois, les vidéos YouTube, bah, bon, maintenant j'ai un peu l'habitude. Mais au départ, c'était vraiment, je me forçais, quoi. J'étais là, bon, il faut que. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et justement, par rapport à ça, je pense que c'est une excellente transition vers. Parce que moi, il y a un format aussi qui me passionne. Enfin, voilà, que c'est l'audio finalement, hein. D'ailleurs, là, on a fait Mm. un podcast. Et je me demandais en fait si Ubicast, quelque part, vous alliez aussi aller sur le terrain de l'audio ou est-ce que c'est vraiment vous restez sur la vidéo? Parce que j'ai l'impression, après c'est peut-être une impression personnelle en tout cas, mais toi par exemple les podcasts deviennent de plus en plus écoutés, c'est un média qui devient intéressant. Moi j'appelle ça le pod court également pour enseignement quand on a un document d'accompagnement, etc. avec. Et ça a aussi l'avantage d'être plus frugal, notamment bah, par Mm. rapport à l'énergie, etc., Mm. bah, avec la problématique de réchauffement qu'on a aujourd'hui, etc. Donc je me demandais en fait si dans vos réflexions, l'audio avait une place.
Alors, on l'a eu très tôt, parce qu'en fait, depuis le départ, tu peux remonter des fichiers audio sur les plateformes vidéo du Bicast. D'accord. Et ces fichiers audio, ils peuvent être enrichis avec des chapitres, des commentaires, des questions, des réponses, etc. Toutes ces interactions, elles s'appliquent à un fichier audio. Là où Mhm. on a, je pense, aujourd'hui un trou dans la raquette, et on le sait, hein, mais il faut choisir ses combats à un moment, c'est Mhm. on permet pas de le resyndiquer sur d'autres plateformes aujourd'hui, tu vois, Mhm. comme certaines plateformes le font. Je pense que notre éditeur audio, il pourrait être amélioré aussi. Tu vois, quand tu édites une vidéo, tu vois début, fin, etc. Mais sur la partie audio, tu vois pas la courbe, la courbe audio. Et ça, ce serait bien de l'avoir, mais c'est du boulot. Mais on l'a en tête. Il faut juste qu'on trouve le temps et le bon moment pour le faire. D'accord. On y croit en tout cas au format podcast parce que je te rejoins. Il y a un moment où la vidéo c'est top, mais quand tu peux faire la même chose en audio, Mhm. autant le faire en audio. On économise de la bande passante, du stockage, parce que tout ça, ça fait tourner des data centers qui chauffent, qui utilisent de l'énergie, Tout à fait. etc. Ouais, tout à fait. Et ouais, donc voilà, c'était bon, en tout cas, c'est intéressant de savoir que c'est un peu sur votre roadmap aussi. Mm. Et donc, quand tu parles justement de données, du coup, chez Ubicast, les données sont hébergées en fait chez le client ou est-ce que vous avez un service aussi d'hébergement que vous proposez en SaaS, par exemple? Alors moi je dis souvent qu'on est flexible parce qu'on fait les Ouais, trois. On le d'accord. fait sur site chez les clients quand ils veulent dans leur data center. Mhm. On a une offre cloud, SaaS, Ouais, qui pour le coup s'appuie sur une infrastructure OVH, donc souveraine d'accord. aussi. Top. Et puis parfois, on fait de l'hybride, c'est-à-dire qu'il y a un bout chez le client et un bout dans le cloud. Je me rappelle notamment pour une entreprise qui avait pas assez de bande passante en interne, pour certains collaborateurs, on avait mis un réplicateur du serveur dans le cloud. Et comme ça, les collaborateurs qui n'ont pas assez de bande passante via leur VPN interne, ils passent par le cloud. Comme ça, on sature pas le réseau de l'entreprise. D'accord, c'est un petit peu comme dans les entreprises qui ont leur propre système d'alimentation électrique, mais parfois ils vont passer sur l'électricité. Enfin, ouais, C'est un peu c'est un peu c'est une bonne l'obligation. analogie, ouais, tout à fait. Ok, c'est Mm. intéressant. Et ok, ça marche. Et juste par rapport justement à parce qu'on parlait de la roadmap, bon, juste pour information d'ailleurs pour les auditeurs, il y a une fonctionnalité que je trouve très intéressante que vous implémentez, c'est le fait de pouvoir rechercher sur l'ensemble de sa bibliothèque Mm. avec des mots-clés, Mm. exactement comme sur YouTube, finalement, des vidéos. Et ça, je Mm. trouve ça vraiment génial. Et je voulais, peut-être un peu pour parler fonctionnalités sur Ubicast, un petit peu pour revenir sur l'outil, je voulais savoir si, par exemple, c'était possible de rechercher du texte dans un PDF, par exemple. C'est quelque chose que vous arrivez à faire ou est-ce que c'est pas le cas encore aujourd'hui? Alors, si dans la vidéo, tu as des slides ou du texte qui est affiché, nous, quand tu Mhm. remontes ta vidéo, elle passe dans un moteur de reconnaissance de caractères. Et du D'accord, coup, ok. tous les mots-clés qu'on arrive à indexer, on les met et on les associe à un code temporel. Donc, on Ça sait que marche. dans ta slide 7 à la 15e minute de ta vidéo, il y avait le mot voiture. Donc, Ok. l'étudiant qui arrive sur le moteur de recherche qui tape voiture, ça va lui suggérer d'accéder à la 15e minute de cette vidéo parce qu'on l'a trouvé dans les slides. Ça, oui. D'accord. Ensuite, on a un partenariat avec une autre boîte française pour faire de l'indexation audio, donc du speech to text, donc transformer la voix en sous-titre. Et Ok. du coup, le sous-titre, ce n'est autre qu'un fichier texte indexé dans le temps. Ouais. Tu sais à quel moment doit apparaître tel mot. Et en fait, du coup, tu permets aussi d'aller chercher, grâce au moteur de recherche, dans les sous-titres de la vidéo. Donc, je reprends mon exemple, tu tapes le mot voiture, ça va t'emmener au moment où la personne a prononcé le mot voiture. Ok, ça marche. Super. Et tu vois, j'avais une réflexion. Alors, peut-être que c'est quelque chose de futuriste, entre guillemets, que c'est pas encore Mm. possible aujourd'hui. Mais tu vois, je me disais, aujourd'hui, par exemple, tu regardes, si tu vas sur Netflix, typiquement, bah, moi, ça m'arrive de regarder des films en version originale, sous-titrés en français, tu vois, par exemple. Mm. Et je me disais, est-ce qu'aujourd'hui, on serait en mesure de pouvoir sous-titrer dans, par exemple, le prof fait son cours en français, et hop, tac, on passe dans une moulinette, on a toutes les langues, un petit peu comme sur Netflix, ou est-ce que c'est des choses qui existent déjà? Alors, c'est déjà le cas. Nous, Ok, on a super. plusieurs clients en France et à l'étranger qui ont au moins deux langues. Ça veut Ok. dire qu'un cours qui soit donné en français ou en anglais, après, sur la plateforme, tu auras les sous-titres en français et en anglais, donc dans la langue parlée et dans la traduction. D'accord. Et tu vois, pour aller plus loin là-dedans, ce que Mm. je m'imaginais, c'était pourquoi ne pas imaginer, parce que parfois le problème d'avoir des enseignants qui sont, par exemple, qui parlent uniquement anglais, c'est pour certains enseignants, et étudiants, ça va Mm. être compliqué. En live, les personnes sont en live, ils parlent, et en live, les étudiants voient la traduction. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça, c'est des choses qui sont possibles, ou est-ce que ça commence à arriver? Je sais que Microsoft Alors, travaille un peu là-dessus. ça commence à arriver. Avec notre Ouais. partenaire, on est en train de travailler sur un projet avec une université d'ailleurs,
pour le coup du transcript en live. Là, c'est plutôt pour Ouais. l'accessibilité pour les étudiants qui ont des handicaps. Mhm. Donc là, en fait, ce que le prof dit va passer en sous-titres en direct. Ouais. Mais à partir du moment où tu sais sous-titrer en direct, tu vas pouvoir traduire. Tout à La fait. seule nuance, enfin le seul problème, ça va être de gérer la latence. Parce que si tu le traduis en plus, ça implique du temps machine. D'accord. Pour traduire, d'ailleurs, tu l'as vu sur les discours d'Emmanuel Macron, quand Ouais. il est transcrit en direct, il y a quand C'est même des un personnes. léger décalage. Ouais, mais c'est des personnes qui le font en fait. Je sais pas si C'est- t'as su, mais ils sont très peu je crois en France à le faire. Je sais plus, ça a un nom Mm, en fait. Et c'est des gens qui ont des claviers un peu particuliers, et du coup qui mm. arrivent à taper ultra vite. Et du coup, c'est pas une machine qui le fait. Ça, c'est intéressant effectivement. Alors, ce qui arrive, c'est que des machines le font et des hommes les corrigent. Ouais, tout C'est-à-dire à que fait. l'homme, en fait, pour aller plus vite, prend le travail de la machine et Ah ok. reprend ce qui va pas. En Ça va arriver live. de plus en plus en live. Ok, d'accord. Et ce qui va arriver demain, si on arrive à améliorer la vitesse, bah, c'est que tu auras de la traduction quasi instantanée, mais tu auras toujours un petit décalage entre ce qui est dit et ce qui est écrit et donc traduit. Mais c'est complètement possible, ce que tu envisageais. Mais oui, après, je pense que encore une fois, je serais pas surpris que ça arrive, mais peut-être dans des années, dans 10 ans, peut-être 20 ans. Mais tu vois, même dans la même idée, ça pourrait être de communiquer avec Mm. quelqu'un qui parle une autre langue et de voir en même temps son sous-titre quand il est en Ouais. train de nous parler. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, Ça c'est plus pour 10 ans. Par contre, sur la vidéo, ouais, ça pourrait arriver beaucoup plus vite. tout à fait. Ouais. Non, non, mais Mm. après, c'est voilà, c'est plus des Ouais. prospectives, on va dire. Super intéressant. Et justement, tu parlais de collaboration là, Mm. pour le sous-titrage. Je vois aussi que tu as une collaboration récente avec Sony sur un système de capture. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ça a l'air assez techniquement sophistiqué. Ouais, Sony, ils ont fait on a intégré nos solutions avec plusieurs de leurs appareils, les caméras, etc. Mais ils ont notamment un appareil qui s'appelle Edge Analytics qui permet de faire comme si tu avais un fond vert, etc. Qui permet de faire du tracking avec les caméras, etc. Donc on s'est Mhm. intégré avec cela. Et puis, tu penses auquel, toi? Tu pensais Bah, à NetCapture? alors, je pensais c'était une vidéo en fait où on voyait dans une salle de cours, il y avait des personnes en même temps qui étaient sur des tablettes en train de travailler. Donc, ça captait en même temps ce flux-là, Ouais. ça captait le flux de la personne qui présentait. Enfin, bref, il y avait plusieurs Alors, je flux et vais te du coup, on pouvait. décevoir. Ouais, Je vais te décevoir, mais Sony a arrêté ce produit-là. d'accord. Ah oui, On ok. avait, on avait construit un gros truc là-dessus, on avait réussi D'accord. à récupérer plein de choses et Sony l'a arrêté en cours de route parce que tu sais, c'est un univers impitoyable dans ces grands groupes. Ouais, j'imagine. Quand ça arrive pas assez vite, ils coupent les lignes. D'accord. Et là, c'est très dommage parce que c'était une super solution pour de la classe inversée justement, pour que Ouais, les étudiants puissent travailler en sous-groupe avec des pods, etc. Parce qu'il existe des choses aujourd'hui. Mais ouais, j'en ai visité pas mal chez les clients, j'ai pas encore trouvé le truc ultime, tu vois, où tu ouais, puisses avoir la vraie salle classe inversée, immersive, etc. ouais. Bon, après c'était aussi ça nécessitait un matériel quand même assez important. Enfin, je pense pas que ça aurait Mm. été un cas d'usage ultra développé, mais c'était plus pour le côté innovant, je trouve, et notamment dans les salles de créativité qui se créent dans les établissements. Ça peut Tout être à super fait. intéressant, effectivement. On en a quand même gardé quelque chose de ça, c'est que Mhm. on a développé une offre d'enregistrement sans box. En fait, Ok, le logiciel qu'on met dans des box d'enregistrement, on le déploie sur le serveur du client ok, chez toi. Et du coup, tu peux imaginer que par exemple que tu aies 10 salles de classe qui sont prééquipées en caméra et en micro, ouais, et tu loues une licence d'enregistrement Ubicast. Et du coup, cette licence peut s'appliquer à la salle que tu veux parmi ces 10 là. Ce qui t'évite de mettre un matériel dans chacune des salles. ok, d'accord. Donc tout ça en essayant d'être frugal sur l'obsolescence du matériel, etc. On le transforme en logiciel, serveur. Ok, bah écoute, top en tout cas. Mm. Et juste parce qu'on va arriver tranquillement aussi Oui. à la fin de ce podcast, pour les personnes, justement, les établissements qui seraient intéressés par la solution, qu'est-ce que tu conseilles de faire? Est-ce qu'il y a la possibilité de faire un essai? Comment ça se passe? Si tu as des Oui, points. complètement. Bah, nous, une formule pour essayer gratuitement la plateforme. Moi, j'essaie de faire en sorte que ce soit systématiquement accompagné parce que il faut qu'on comprenne, hein. On voit, t'as 10 clients, t'as 10 usages différents, enfin Ouais. des process différents. Et le process, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe entre le moment où l'enseignant veut enregistrer une vidéo et le moment où l'étudiant appuie sur lecture. Où Mhm. est-ce que ça se passe? Comment ça se passe? Est-ce que l'enseignant il est chez lui, il le fait avec son ordinateur? Est-ce qu'il est dans une salle de classe et il appuie sur un bouton? Il appuie pas sur un bouton parce que c'est automatiquement programmé. Est-ce que l'étudiant il lit sa vidéo dans une plateforme Ubicast ou alors dans Moodle dans le bon cours ou dans Moodle à tel autre endroit? Bah, tu vois, il y a plein de questions à se poser et nous on est là pour aider les clients à y réfléchir pour qu'on trouve finalement le chemin le plus court et le plus logique et le plus fluide pour l'expérience en fait.
D'ailleurs, ça me fait penser que, bon, j'imagine que c'est avec le confinement, ça a multiplié l'usage de manière très, très massive. Mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que cet usage est resté finalement? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Est-ce qu'on est revenu à un niveau d'avant pandémie ou est-ce qu'il y a quand même, parce que des usages, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup moins de cours filmés, par exemple, systématiquement ou des choses comme ça. Est-ce que du coup, vous avez vu aussi dans vos datas une baisse significative? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, avec les confinements, il y a eu un gros pic. Il y a eu une croissance phénoménale du nombre de vues, du nombre d'uploads, etc. Je crois que c'est fois 15 hein, que tu disais. C'est ça. Ouais, C'était x 15 sur la période du premier confinement. ouais. Euh, Ce qui s'est passé ensuite, c'est que bon, ça, tout a été mis en place dans l'urgence. Quand tu regardes les classes virtuelles, les visios, donc les Zoom, les Mhm. Teams, les Big Blue Button, là pour le coup, dès que les confinements ont terminé, il y a eu une grosse envie de tout le monde, ce que je comprends, des étudiants Ouais, et des profs, de revenir à comme avant en classe. tout à fait. On n'a pas vécu la même baisse que les classes virtuelles. Nous, ça a légèrement, voire quasiment pas diminué. Le nombre de cours remontés en ligne, D'accord. le nombre de vidéos remontées en ligne. Pourquoi? Parce qu'il y a un usage qui est arrivé et que les profs ne connaissaient pas. Par la force des choses, ils ont dû s'y mettre. Et de plus en plus, ils commencent à créer des petites capsules qui ne remplacent pas le cours, mais qui viennent compléter le cours. Et ça, je pense que c'est l'avenir. On en a toujours dit qu'il fallait. On n'était pas là pour remplacer le présentiel. Ce serait complètement débile de dire ça. Je pense que le présentiel a une grosse valeur ajoutée, mais cette valeur ajoutée, elle est dans l'échange entre étudiants et enseignants. Hmm. C'est là où il y a une grosse valeur ajoutée au présentiel, quand on est dans l'échange, dans le questionnement, etc. Et du coup, les profs se sont emparés de ce type d'usage et on a vu de plus en plus s'y mettre et ne plus avoir peur de ce type d'outil. Alors qu'avant, voilà. D'accord. Donc nous, Alors que, ça, on est flat et sur peut-être qu'une l'usage. différence du coup par rapport à l'entreprise, on disait tout à l'heure que les gens ne créent pas beaucoup au sein des entreprises. Par contre, Mm. du côté de l'enseignement, tu remarques que les profs, eux, par contre, sont des créateurs de contenu? Clairement. En Ah, fait, c'est d'ailleurs, marrant. on fait une enquête tous les ans. On a fait la troisième édition cette année. Et de plus en plus, les profs sont les contributeurs numéro un en termes de vidéos. Alors qu'avant, c'était surtout des services audiovisuels et pédagogiques qui créaient les vidéos. Et de plus en plus, on a aidé les profs à s'y mettre eux aussi. Donc, Ah, c'est les super services intéressant. audiovisuels et pédagogiques continuent de créer, mais les profs de plus en plus. Ok, génial. Mm. Et justement, pour faciliter cette création, est-ce que par exemple, vous avez également une application mobile ou des choses comme ça? Alors, mobile, on veut pas y aller parce Ouais. que tu dépends trop des systèmes d'exploitation, Apple, Android, dès qu'ils vont changer un truc, ça casse tout, etc. Donc, on est vraiment web. En revanche, tu peux filmer avec ton téléphone et remonter sur la plateforme Ubicast en allant chercher dans ta photothèque, mais D'accord. via web, en fait, via ton navigateur. Bon, ce qui est un petit frein. Euh, Maintenant, ce qu'on a et qui, à mon avis, est le plus intéressant, c'est on a un petit outil qu'on a appelé le Web Studio qui utilise ton navigateur Internet et qui te permet d'enregistrer ta webcam et ou ton écran plus de l'audio. Donc D'accord. webcam, écran, audio, et tout ça dans un navigateur web. Donc t'es pas obligé d'avoir une application, de télécharger quoi que ce soit. C'est vraiment tout full web. Et ça, ce petit outil, tu peux l'appeler depuis Moodle, par exemple. D'accord. Et tu peux faire du montage aussi avec? Du découpage. D'accord. Du Tu vas découpage. pouvoir Ok. enlever le début, enlever le milieu, enlever la fin. Mais moi, je le recommande pas parce que dès que tu rentres dans des logiques de montage, pour un enseignant, ça devient vite compliqué. Soit il est Ouais, connaisseur et il a déjà ses outils, tout à fait. soit il n'est pas connaisseur et il faut un truc vraiment simple, ergonomie iPhone. Je découpe le début, je découpe la fin, éventuellement le milieu si j'ai dit un gros mot, mais voilà. C'est vrai que s'il passe 10 heures, tu as raison sur la vidéo, là, il va le faire qu'une fois et terminer, quoi. Hmm. Et non, complètement, ouais. Non, bah écoute, top. En tout cas, bah, moi, ça m'a permis aussi de plus découvrir cette solution et c'est super intéressant de parler de vidéo en général également avec toi. Je sais pas si tu avais peut-être d'autres choses à rajouter qu'on aurait peut-être oublié, que tu voulais mentionner par rapport à cet Non, je épisode. pense qu'on a vu pas mal de choses, c'est intéressant. La vidéo, la pédagogie, toutes ces choses-là. En plus, bon, tu es assez expert du domaine, donc tu sais de quoi tu parles, donc c'est super Merci. intéressant. Bah, En tout top. cas, un grand merci pour ton invitation. Bah, génial, en tout cas, je te remercie. Bon, je suis très heureux qu'on ait pu se rencontrer en live et puis au moins prévoir Hmm. ce petit rendez-vous. Et ben, j'espère que les auditeurs seront très contents aussi d'avoir pu avoir ton retour. Et puis, bah, qui n'hésite pas, hein, on mettra aussi les liens, peut-être les liens vers ton contact. Alors, je mettrai Ouais, ton LinkedIn peut-être pour les ouais, personnes qui avec souhaitent te plaisir. contacter. Le lien vers le site également, Hmm. du coup, du Bicast. Et puis, bah, voilà, donc ceux qui souhaitent éventuellement aller plus loin, n'hésitez surtout pas. Et puis, bah, j'ai plus qu'à te remercier encore une fois pour ta participation. Et puis, merci à tous les auditeurs. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine pour un nouveau Pédagogcast. Merci Julien, merci à tous. Salut.
Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et pour rappel, si vous souhaitez aller plus loin avec moi dans le développement de vos compétences technopédagogiques, eh bien, vous pouvez retrouver toutes mes formations sur la Pédago School. N'oubliez pas également de vous abonner à la Pédago News pour recevoir mes emails privés et rester informé de mon actualité. Vous retrouvez tous les liens en description. C'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du PédagoCast.